Donc voilà, troisième caractéristique, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit à l'ONU d'une organisation internationale à compétences diversifiées. Je ne dis pas une organisation internationale ayant des compétences générales. Pourquoi? Parce que, et on l'avait déjà dit en effet, la généralité des compétences n'est qu'une caractéristique reconnue exclusivement aux États. Les États uniquement ont la généralité des compétences car ils sont souverains. Et en règle générale, pour expliquer en droit ce que veut dire la souveraineté, on dit la souveraineté d'un État, c'est la plénitude des compétences. Un État est souverain et ainsi a l'égalité dans la souveraineté avec les autres États s'ils bénéficient à leur rencontre de la plénitude des compétences. Plénitude des compétences à l'intérieur de son territoire et à l'exclusivité des autres ainsi, et à l'exclusivité des autres ainsi. Donc, voilà le principe. En 1945, dans les dispositions de la Charte 45, le droit des peuples à l'autodétermination veut dire, sa signification juridique, c'est le droit à la démocratie. Et c'est pour cette raison-là que les puissances de l'Axe ne furent pas admis en tant que membres originaires, car considérés par les Alliés comme États totalitaires. Ce fut le principe. C'était quoi l'exception en 1945? Des peuples ayant le droit à l'autodétermination sans être des peuples installés déjà dans leur État national. En effet, ce fut le droit des peuples soumis à la colonisation de qui? Soumis à quel système colonial? Soumis à la colonisation des puissances de l'Axe. Car en effet, en tant que sanction, en tant que pénalité, adoptée dès 1944 à Dumbarton-Ox par les puissances alliées, les quatre grandes puissances, ils ont prévu qu'après la Seconde Guerre mondiale, les colonies qui dépendaient des puissances de l'Axe, à savoir ici, Italie d'une part, Japon d'autre part, et c'était supposé, mais pas sur le plan pratique, l'Allemagne notamment, auraient leur droit à la décolonisation en étant soumis, après la Seconde Guerre mondiale, provisoirement, à un système à peu près analogue au système qui fut reconnu après la Première Guerre mondiale, à savoir le système de mandat. Mandat français au Liban pour préparer le peuple libanais à l'indépendance, britannique en Irak, et ainsi de suite. Et tous les peuples qui étaient soumis au système de mandat, à l'exception du peuple palestinien tel qu'on le connaît bien sûr, ont obtenu leur indépendance. Et le dernier, c'était le peuple namibien. Et donc, ce fut notamment prévu que les peuples qui étaient soumis au colonialisme des puissances de l'Axe auraient notamment leur droit à l'indépendance en étant soumis provisoirement à un système qui s'appelle ici le système de tutelle, Donc, et non seulement uniquement à l'intérieur de son territoire, mais notamment plénitude de ses compétences à l'extérieur de son territoire et l'exclusivité ainsi des autres États, plénitude de ses compétences internationales ainsi, à l'égard et à l'encontre des autres États et dans les organisations internationales. Comment prouver que l'ONU est une organisation internationale non spécialisée? Non spécialisée. Ceci, en effet, apparaît lorsque
on examine l'article 1 de la Charte de l'ONU. Les buts, l'article 1 est ainsi intitulé, les buts pour la réalisation desquels l'ONU est créée. Article 1. Article 1. Quels sont ces buts? Tels qu'ils y sont stipulés dans l'article 1. Le premier but, et qu'on appelle le but des buts de l'ONU, c'est la promotion de la paix et la sécurité internationale. Second but, la promotion de l'égalité, l'apostrophe, l'accent aigu, des peuples dans leur droit à l'autodétermination. But numéro 3, la promotion de la coopération mondiale entre les États, que ce soit sur le plan des relations économiques, sociaux, culturels, économiques, commerciaux et ainsi de suite. Et dans la promotion notamment, dans le troisième des buts, des droits de la personnalité humaine sans distinction. Le quatrième des buts, c'est celui en vertu duquel il faut que l'ensemble de ces trois buts-là soit réalisé dans l'universalisme, dans le multilatéralisme, à savoir que ces trois buts soient promus dans l'universalisme, à travers le multilatéralisme. Comment? Que ces trois buts soient promus entre les États à l'ONU elle-même. À l'ONU elle-même. Et donc, le dernier de ces buts, la promotion de l'obligation internationale des États, au fin que la réalisation de ces trois buts soit centralisée à l'ONU. Centralisée à l'ONU. Voilà les 4 buts de l'ONU. Comment les réaliser? En effet, si l'article 1 de la Charte de l'ONU a précisé de tels buts, par contre, dans l'article 2 de la Charte, les rédacteurs de celle-ci ont précisé quelles sont les règles impératives, quels sont les principes qui constituent des règles impératives du droit international pour la réalisation de chacun de ces 4 buts. Donc, disons que, au sein de l'article 2 de la Charte de l'ONU, il est précisé la méthodologie obligatoire prévue par les rédacteurs de la Charte de l'ONU pour réaliser, je ne dirais pas l'ensemble de ces buts, mais chacun de ces buts. Chacun de ces buts doit être réalisé selon la méthodologie inscrite dans l'article 2. Et dans l'article 2, nous avons 7 principes. 7 principes que je vais indiquer tout de suite. Et ainsi, chacun des buts, le but 1, par exemple, la promotion de la paix mondiale, pour être réalisé, il s'en faut qu'il le soit à travers l'ensemble des 7 principes. Notamment le but numéro 3 par l'ensemble des 7 principes, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi, les colonies qui furent, à partir de 1945, soumises au système de tutelle pour les préparer à l'indépendance, furent ceux qui étaient partie intégrante avant la Seconde Guerre mondiale
des puissances de l'Axe, les colonies des puissances de l'Axe. L'Allemagne avait déjà perdu l'ensemble de ses colonies après la Première Guerre mondiale, dont par exemple la Namibie, et ainsi après la Seconde Guerre mondiale et entre les deux grandes guerres, elle n'avait pas de colonies. Et ainsi, ces colonies ne furent pas soumises au système de tutelle. C'est l'Italie, d'une part, et le Japon, d'autre part, qui, parce que figuraient parmi les puissances alliées après la Première Guerre mondiale, ne furent pas obligés de soumettre leurs colonies au système de mandat parce que ils étaient parmi les victorieux. Mais après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils ont perdu la guerre, leurs colonies furent soumises au système de tutelle. Pour les colonies italiennes, ce fut l'Assemblée générale qui a élu les États qui vont exercer l'autorité de tutelle à leur égard pour les préparer à l'indépendance. Et c'est ainsi, par exemple, que ce fut l'Égypte qui fut élue dès la fin des années 50 pour préparer le peuple italien, pour préparer le peuple somalien, je m'excuse, à l'indépendance. Par contre, les colonies japonaises, qui étaient les îles du côte de la Pacifique, en effet, toutes furent soumises à la tutelle américaine, et ce fut les États-Unis d'Amérique qui a exercé la tutelle à leur égard, et le dernier des territoires soumis à la tutelle américaine a obtenu effectivement son indépendance dans la décennie des années 90 du siècle dernier. Donc voilà la signification, le principe est sans exception en 1945. En 1945. Le droit des autres colonies à l'indépendance, je veux dire ainsi explicitement les colonies des puissances alliées, les colonies des puissances alliées qui ont été les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. D'après l'analyse que je viens d'exposer, ils n'avaient pas le droit à l'indépendance. On n'avait pas prévu pour eux le droit à l'indépendance dans la charte de l'ONU. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, comme la France, par exemple, après la Première Guerre mondiale, était victorieuse, ces colonies ne furent pas soumises au système de mandat, et notamment la France victorieuse dans la Seconde Guerre mondiale, ces colonies ne furent pas soumises au système de tutelle. Et ainsi, la manière dont elles géraient ces colonies constituait, selon les rédacteurs de la charte, une affaire intérieure française. Une affaire intérieure française. Ainsi, la première exception à cette interdiction, c'est le droit de recourir à la guerre de légitime défense, soit individuelle, soit collective. La seconde exception, et notamment celle-ci, est inscrite expressément dans la charte de l'ONU, dans l'article 42. Dans l'article 42, qui est forgé dans le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Quelle est cette exception-là? C'est le droit du Conseil de sécurité d'initier la guerre contre un État qui viole soit l'intégrité territoriale d'un autre État, donc soit un État qui commet une guerre d'agression armée contre un autre État, soit contre un État qui menace, sans recourir effectivement à une guerre d'agression, menace la paix mondiale,
soit contre un État qui cause une rupture de la paix mondiale, cause une rupture de la paix mondiale sans nécessairement commettre une guerre d'agression armée. Donc vous voyez que dans cette seconde exception, la réaction ne serait pas à l'encontre d'un État qui a commis effectivement une guerre d'agression, mais c'est exclusif pour le Conseil de sécurité. La réaction ici, recourir par réaction à une guerre légale, serait contre un État, soit qui a déjà commis une guerre d'agression armée, soit qui uniquement a commis soit une rupture de la paix, soit a menacé de recourir à la force armée contre un autre État. Et donc cette latitude du Conseil de sécurité est plutôt flexible et réservée ainsi à l'appréciation de chacun des membres permanents. Et pour recourir à cette guerre, il faut, c'est toujours la majorité, exiger au moins 9 des 15 membres, dont l'ensemble des 5 permanents. Et on va bien sûr examiner cette question ultérieurement lorsqu'on va examiner les compétences du Conseil de sécurité. La troisième exception, et elle est la dernière en effet, c'est le recours est toujours par réaction, des peuples soumis à la colonisation, à la guerre contre l'empire colonial, si celle-ci refuse de leur octroyer pacifiquement leur droit à établir leur État indépendant. En effet, lorsqu'on va examiner le troisième début des principes de l'ONU, à savoir la promotion du droit des peuples à l'autodétermination, on va examiner cette question. Mais cependant, uniquement maintenant, je pourrais dire que si dans l'article 1, paragraphe 2, le droit à l'autodétermination a été promu, il a été pour les peuples intégrés dans leur propre État indépendant, pas pour les peuples soumis à la colonisation. Donc les peuples soumis à la colonisation, en règle générale, n'avaient pas, d'après les rédacteurs de la charte, le droit à recourir à la force armée pour obtenir leur indépendance. Alors, comment cette exception peut-on dire qu'elle sera là? Car, en effet, c'est à partir des années 60 que, par règle coutumière, les membres de l'ONU ont considéré que, avec effet rétroactif, une nouvelle interprétation de la charte vient pour inclure de tels peuples dans le droit à l'autodétermination, inscrit dans l'article 1, paragraphe 2. Une interprétation donnée uniquement à partir des années 60. Voilà les 3 exceptions, et elles sont exhaustives. Donc, il n'y a pas une 4e ou une 5e exception, pas du tout. Et ainsi, les prétentions actuelles, à savoir le droit de recourir à la guerre contre un État qui ne reconnaît pas le système démocratique ou qui viole les droits de l'homme dans son territoire, ne constituent pas des règles du droit positif et sont considérées en effet comme une violation pure et simple du droit international contemporain. Comment les choses ont changé? Comment un droit pour les puissances
colonial vainqueur de la Seconde Guerre mondiale demeurait, selon les rédacteurs de la Charte de l'ONU, affaire intérieure pour chacun de ces États, comment la perspective a changé pour reconnaître par la communauté internationale le droit pour ces peuples-là à accéder à l'indépendance. Si on se rappelle de notre examen du premier début de l'ONU, lorsqu'on avait dit que la troisième exception à l'interdiction du recours à la force armée fut celle du droit des peuples soumis à la colonisation de recourir à l'indépendance, de recourir à la guerre pour accéder à l'indépendance, et ce fut à partir des années 60 avec effet rétroactif pour donner l'interprétation du droit à l'autodétermination pour étant notamment applicable à leur égard. Voilà, c'est à partir de ceci, À partir des années 60, et ce fut la résolution 1514 adoptée par l'Assemblée générale et suivie en 1966 par de grandes conventions internationales relatives aux droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces deux pactes, dans leur article 1 commun, ont reconnu le droit des colonies dépendant des puissances qui étaient les puissances victorieuses en 1945 à l'indépendance. Et ainsi, avec effet rétroactif, et ce fut à partir de cette résolution premièrement 1514, le droit pour les colonies a été reconnu, l'ensemble des colonies, soient-elles dépendantes des puissances victorieuses ou des puissances vaincues dans la Seconde Guerre mondiale. Et cependant, tel qu'on le conçoit dans cette évolution historique, si on voit aujourd'hui que peut-être l'un des peuples exceptionnels qui n'ont pas encore obtenu leur indépendance, j'évoque ici l'hypothèse du peuple palestinien, en effet, parmi ces peuples-là qui n'ont pas encore obtenu leur indépendance, c'est lui par excellence qui lui a été reconnu le droit à accéder à son indépendance et à établir son État national après la Première Guerre mondiale en soumettant la Palestine, qui était une colonie ottomane, au système de Moda. Les autres peuples aspirant à l'indépendance, et même si la communauté internationale leur reconnaît un tel droit, ont acquis celui-ci après la Seconde Guerre mondiale. Même pas avant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le droit du peuple kurde à l'indépendance. Par exemple, le droit du peuple du Timor oriental à l'indépendance. Le droit du peuple sud-soudanais à l'indépendance. Ce sont des cas types qui sont apparus, mais après la Seconde Guerre mondiale, pas avant. Et ils ont obtenu leur indépendance. Contrairement au peuple palestinien, qui étant titulaire de ce droit dès postérieurement à la Première Guerre mondiale, ne l'a pas encore eu jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan effectif, en dépit du fait que nous sommes en présence d'un peuple dont l'autorité publique, à savoir l'autorité palestinienne, considère que nous sommes en présence de l'État palestinien. Comment, en effet, ce serait l'objet du prochain cours, comment l'ONU va réaliser de tels buts et de tels principes? Comment promouvoir la paix mondiale avec ses corollaires
égalité selon la souveraineté, interdiction de la guerre d'agression, règlement pacifique des différends, voire même sur le plan multilatéral à l'ONU, comment promotion de la coopération entre les États, dans tous les domaines, y compris promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la coopération s'impose avec l'ONU à l'encontre non pas uniquement des États membres, mais notamment à l'égard des États non membres de l'ONU. Comment promouvoir le droit des peuples à l'autodétermination dans ces deux significations? Comment promouvoir la non-ingérence dans les affaires intérieures des États? En effet, ceci, c'est à partir d'une part des compétences reconnues à cet égard, d'une part à l'Assemblée générale de l'ONU et d'autre part aux compétences reconnues à l'ONU, au Conseil de sécurité, et d'autre part à partir des activités que le Conseil et l'Assemblée ont entretenues dès 1946 et jusqu'à aujourd'hui à cet égard. Cependant, il faut insister sur quelque chose, et on va l'examiner avec profondeur le prochain cours. La réalisation, en règle générale, de ces buts et ces principes, à l'exclusion de celui relatif à la promotion de la paix mondiale, est reconnue exclusivement à l'Assemblée générale. Est reconnue exclusivement à l'Assemblée générale. Par contre, le but relatif à la promotion de la paix mondiale est reconnu en complémentarité tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité, mais avec primauté des compétences de ce dernier à l'égard des compétences du premier, à savoir l'Assemblée générale. Et l'on sait, on l'a déjà dit, que lors des travaux de Barton Knox, il ne fut reconnu aucune compétence en matière de paix et sécurité mondiale pour l'Assemblée générale, bien qu'elle est l'organe plénier dans l'ONU et que dans tout organe plénier des organisations internationales, le plénier a les compétences générales pour être compétent relativement à l'ensemble des buts et des principes de l'organisation. Et ce ne fut qu'à San Francisco, à l'initiative de l'Égypte et des États de l'Amérique latine, que la compétence de l'ONU relativement à la paix mondiale fut reconnue. Et ainsi, la semaine prochaine, je crois que ce serait mardi prochain, on va examiner comment de tels buts et de tels principes ont la destination d'être réalisés à partir des organes principaux de l'ONU, à savoir Assemblée générale d'une part et Conseil de sécurité d'autre part. Et étant donné que je viens de dire que la destination de l'Assemblée générale en tant qu'organe plénier, c'est d'exercer exclusivement ses compétences à l'égard de ses buts et ses principes, soustraction faite ainsi de toute intervention du Conseil relativement promotion de la coopération entre les États d'une part, promotion des droits des peuples à l'autodétermination d'autre part, non-ingérence dans les affaires intérieures des États dernièrement. On va commencer donc mardi prochain par l'examen de l'Assemblée générale. Mais étant donné que la promotion de la paix mondiale constitue une destination commune entre Assemblée et Conseil, on va examiner les compétences du Conseil de l'Assemblée générale à cet égard, les compétences de l'Assemblée générale relativement à la promotion de la paix mondiale, lorsqu'on va examiner les compétences du Conseil de sécurité à cet égard. Et ce serait dans le cours suivant le cours
de mardi prochain. Le cours de mardi prochain va porter sur l'Assemblée générale. Structure, session, système de vote, compétences, sauf promotion de la paix mondiale. Le cours suivant, Conseil de sécurité, structure, système de vote, session, compétences. Et lorsqu'on va examiner ces compétences, ce serait promotion de la paix mondiale. Et on va voir ici le chevauchement entre compétences Conseil et compétences Assemblée à cet égard. Et ensuite, dans 2 semaines d'ici, on va examiner comment les 2 organes principaux de l'ONU, à savoir Assemblée et Conseil, dans la pratique, depuis leur création, à savoir depuis 1946, ont réalisé et à quelle distance, avec quel succès, je veux dire, les obligations qui leur incombaient, à savoir l'examen pratique de l'œuvre de chacun, Assemblée et Conseil. Merci. Bonjour, chères étudiantes et étudiants. On reprend aujourd'hui, c'est le professeur Hazem Atlam. On reprend aujourd'hui notre cours Organisation internationale. Et tel que vous le savez bien, c'est notre second cours en ligne. Le premier, lors du premier cours en ligne, à distance, on avait commencé notre examen de l'ONU, après avoir terminé ensemble l'examen de la théorie générale des organisations internationales à la fac. La semaine dernière, et c'était le jeudi 19, on avait commencé l'examen de l'ONU par l'examen en première instance des caractéristiques essentielles de l'ONU telles qu'elles apparaissent à partir de l'examen de la charte de l'ONU. On avait dit que, à cet égard, l'ONU est teintée par 3 caractéristiques essentielles, à savoir, d'une part, qu'elle est une organisation internationale fomentée par un gouvernement mondial qui a été derrière sa création dès 1944 à Dumbarton-Ox, où les grandes dispositions de la charte ont été rédigées par les 4 grandes puissances, et ensuite, ensemble, mais soustraction faite de la Chine à Yalta au début de 1945, avant que les États associés à ces grandes puissances ne soient invités à San Francisco pour endosser la grande majorité de ces dispositions, cependant avec quelques innovations qui ont été faites à l'initiative de l'Égypte et des États de l'Amérique latine, entre autres, et c'était important à dire, la reconnaissance des compétences de l'Assemblée générale eu égard à la promotion de la paix et la sécurité internationale qui avait été niée à Dumbarton-Ox. On avait reconnu uniquement alors à l'Assemblée générale des compétences pour promouvoir la coopération économique, socio et culturelle sans avoir aucune compétence politique, réfutée ici à San Francisco, où on a reconnu à l'Assemblée générale, tel que c'est dans la règle générale, une compétence générale pour réaliser l'ensemble des buts et des principes de l'ONU, mais avec une certaine primauté des compétences du Conseil à cet égard, tel qu'on va l'examiner la semaine prochaine.
La deuxième caractéristique qu'on avait examinée à cet égard, c'est que l'ONU, c'est une organisation internationale universelle, dans ce sens qu'elle n'est pas une organisation internationale régionale, au sein même de la charte, et ce fut reconnu dès dans Barton Ox, il est disposé que la qualité de membre à l'ONU est reconnue à tout État, mais avec des conditions qu'on avait examinées. Certaines sont des conditions de fond, des caractéristiques qui doivent être satisfaites dans l'État même qui aspire à être admis à l'ONU, et des conditions de fond, à savoir qui va vérifier si de telles conditions sont satisfaites, oui ou non. Et ici, la décision revient en premier essor au Conseil de sécurité, qui, si il adopte à cet égard une résolution positive, à savoir par une majorité minimale de 9 sur 15, dont le vote positif des 5 permanents, ensuite, si ceci serait satisfait, une résolution positive, notamment par l'Assemblée générale, avec une majorité à cet égard des 2 tiers des États votants. Les 2 tiers des États votants. Et si ces conditions étaient un peu rigoureuses, car pour qu'un État puisse devenir membre admis, il faut qu'il n'y ait pas veto par l'un ou l'autre des membres permanents du Conseil. Il s'est avéré qu'entre 1946 et 1965, si les originaux étaient au nombre de 51, avant 1966, les membres originaires et les membres admis ensemble n'ont pas dépassé du tout le nombre de 70. Le nombre de 70. Cependant, ensuite, avec un certain compromis qui a existé entre les grandes puissances, membres permanents, ceci on va les examiner bien sûr la semaine prochaine, lorsqu'on va examiner le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Lorsque le compromis fut réalisé, le nombre des États admis à l'ONU a augmenté, et actuellement, aujourd'hui, si les originaires étaient 51, aujourd'hui, à l'heure où nous y sommes, l'ensemble des membres de l'ONU sont au nombre de 193 États. Sont au nombre de 193 États. Voilà la seconde caractéristique de l'ONU. Quelle est, et c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, quelle est la troisième des caractéristiques de l'ONU? En effet, c'est qu'il s'agit là d'une organisation internationale à compétences diversifiées, dans ce sens-là, qu'il ne s'agit pas là d'une organisation internationale même universelle, mais spécialisée, telle que Organisation mondiale du commerce, Organisation internationale du travail, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le premier des buts et des principes de l'ONU, à savoir le maintien de la paix mondiale, comment la charte, à cet égard, a innové par rapport au droit international antérieur, même au temps de la Société des Nations. Je viens de dire, premièrement, c'est à travers le principe de l'égalité dans la souveraineté entre les États. C'est premièrement. Comment on est là en présence d'une innovation? Est-ce que, antérieurement à la rédaction de la Charte de l'ONU, on n'était pas en présence de ce principe-là, égalité dans la souveraineté des États? Oui, on n'était pas en présence de ce principe-là. Comment? Vous allez dire que peut-être le principe de la souveraineté des États est présent
en droit international public à partir du XVIIe siècle, à l'occasion de l'adoption des accords de Westphalie, je dirais que tout de suite, il faut se rappeler de notre cours L2, entre le XVIIe siècle, les accords de Westphalie d'une part, et l'adoption de la Charte de l'ONU d'autre part, pendant cette grande intervalle historique, ce qui était là, c'était pas le principe de l'égalité dans la souveraineté entre les États, on était uniquement en présence du principe de la souveraineté des États. Souveraineté des États sans égalité entre eux. Entre eux. Comment? Souveraineté des États sans égalité entre eux. Plusieurs indices juridiques. Plusieurs indices juridiques qui étaient là entre 1648, traité de Westphalie, et jusqu'en 1945. Un, l'institution de la reconnaissance des États. À travers la reconnaissance, l'État devient, dans ses relations avec les autres États, devient reconnu en tant qu'État, devient considéré en tant qu'État. La reconnaissance était créatrice de l'État, un des éléments essentiels exigés pour qu'on soit en présence de l'État. Il ne suffisait pas pour une entité d'avoir son propre territoire, son propre peuple, qu'il exerce effectivement la plénitude de ses compétences internes et internationales, mais il fallait aussi qu'il soit reconnu. Et vous savez bien qu'il existait des États, au sens strict du terme, Empire ottoman, le Japon, et ainsi de suite, la Perse même, mais qui n'ont pas été reconnus comme États qu'à partir du XIXe siècle, bien qu'ils étaient des États antérieurement. Premier indice, institution de la reconnaissance d'État. Deuxième institution, deuxième indice à cet égard, le droit à la guerre. Le droit à la guerre. Depuis l'Antiquité, en passant par le droit international classique, 1648 et ensuite, chaque État, car souverain, avait le droit de recourir à la guerre dans ses relations avec les autres États, même reconnu le droit de la guerre, le droit de recourir à la guerre par les États. C'était l'un des prérogatives des États. Je suis un État et donc souverain, donc j'ai le droit de recourir à la force armée contre un autre État souverain, même si je l'avais reconnu, le droit de recourir à la guerre, Et donc il n'y avait pas le principe d'égalité souveraine des États. Le principe de l'égalité souveraine des États n'a été forgé en tant que nouvelle institution qu'à partir de son incorporation parmi les principes de l'ONU dans l'article 2, paragraphe 1. Dans l'article 2, paragraphe 1. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, comment, d'après articles 1 et 2, elle serait notamment promue. Le maintien de la paix et sa promotion, c'est forgé dans l'article 1, paragraphe 1. Comment elle sera forgée d'une manière dialectique, c'est dans l'article 2, paragraphe 4. C'est dans l'article 2, paragraphe 4 de la Charte de l'ONU, à savoir, d'après le respect du principe de l'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales. Que veut dire ça, en effet? Aucun État n'a le droit d'initier le recours, sans recours, à la force armée pour réglementer ses conflits avec les autres États. C'est nouveau, ça. Ce n'était pas inscrit avant l'adoption de la Charte de l'ONU. Pourquoi et comment?
Je viens de dire que, avant l'élaboration de la charte de l'ONU, chaque État avait le droit de recourir à la guerre. Même au temps de la SDN, même avec le pacte de la SDN, le pacte de la SDN n'a pas interdit aux États de recourir à la guerre. Uniquement, d'après le pacte de la SDN, le recours à la guerre, le recours à une initiation de la guerre par un État à l'encontre de l'autre est devenu, dans le pacte de la SDN, le dernier choix. Le dernier choix. Légal et possible. Chaque État devait, lorsqu'il y aurait un conflit entre lui et un autre État, un conflit pacifique, il devait premièrement tenter d'épuiser tous les moyens pacifiques, diplomatiques ou judiciaires internationaux pour réglementer un tel conflit. Si il échoue, dans cette perspective-là, étant justifié oui ou non dans sa cause, il aurait le droit, en fin de compte, à la fin, en dernière perspective, de recourir à la guerre pour résoudre, tel qu'il le veut, son conflit avec l'autre. Cependant, d'après la charte de l'ONU, la perspective est autre. Aucun État n'a nullement le droit d'initier une guerre contre un autre en première ou en dernière perspective même. Il faut toujours, règle absolue, réglementer entre les États leurs conflits par les moyens pacifiques. Même si la tentative de résoudre de tels conflits par les moyens pacifiques échoue. Il n'y aurait pas un droit pour un État, même justifié dans son conflit avec l'autre, de recourir par sa part à une guerre contre l'autre État. Donc on parle ici de l'initiation de la guerre. C'est ceci qui est interdit. Donc, est-ce veut dire que toujours le recours à la guerre est interdit dans la charte? Non. Trois exceptions. Mais dans ces trois exceptions, il ne s'agit pas nullement d'un recours initial à la guerre par un État contre l'autre. Dans les trois de ces exceptions-là, il s'agit uniquement d'une réaction à l'égard d'une initiation belliqueuse d'un autre État. Une réaction à l'encontre d'une initiation belliqueuse par un autre État. La première exception, c'est la guerre de légitime défense. Elle est inscrite dans l'article 51 de la Charte. Tout État, si il est effectivement victime et d'une agression armée, il aurait le droit, par réaction, de recourir à la guerre pour libérer son territoire. Tantôt individuellement, ça veut dire par lui seul, sans assistance par autre État, et tantôt collectivement, à savoir en supportant, en assistant par leurs forces armées directement son effort par d'autres États. C'est ce qu'on appelle la légitime défense collective. Par exemple, en 1973, l'Égypte a recouru à la guerre de légitime défense individuelle, et la Syrie notamment, chacun pour libérer son territoire. Dans la guerre de libération du Koweït en 1991, on était en présence d'une guerre de légitime défense collective. Plusieurs États, sans avoir été victimes d'une agression armée par l'Irak, ont recouru au droit de légitime défense collective aux côtés
du Koweït en l'appuyant militairement avec leurs forces armées, par exemple Égypte, Arabie Saoudite, Grande-Bretagne, France et États-Unis d'Amérique. C'est la première exception. Légitime défense individuelle et collective par réaction à une agression armée. Par réaction à une agression armée. C'est dans l'article 51, donc inscrit d'une manière explicite dans la charte. Explicite dans la charte. Donc voilà, relativement, d'une part, à la promotion de la paix mondiale, d'autre part, à la promotion de la coopération entre les États, troisièmement, la promotion du droit dans l'égalité de chaque peuple à l'autodétermination. Passons maintenant, dernièrement, au dernier des buts qui figurent dans le catalogue qui est entre vos mains, à savoir la promotion du droit de chaque État à ce que la communauté internationale respecte son domaine réservé. Celui-ci, en effet, dans les dispositions de la charte, ne figure pas dans l'article 1. Ne figure pas, je veux dire, parmi les buts. Il figure cependant parmi les principes de l'ONU stipulés dans l'article 2. Et c'est dans l'article 2, paragraphe 7 de la charte, disposant que ni l'ONU, ni les États n'ont le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des autres États. C'est l'un des buts, en effet, de l'ONU, au sens large, car je reviens ici à ce que j'avais déjà dit au tout début, lorsque j'ai évoqué, sans rentrer dans le détail, j'ai prédit que les rédacteurs de la Charte de l'ONU ont fait une répartition entre le domaine international et le domaine interne des États. Le domaine international constitue les obligations internationales à la charge des États. Comment à la charge des États? Si on se rappelle du cours L2, tantôt des obligations conventionnelles acceptées avec leur consentement même par chacun des États, obligations conventionnelles à partir de traités conclus, ou obligations coutumières à laquelle vont adhérer l'ensemble des États, même ceux qui n'y consentent pas, à raison du fait qu'elles sont acceptées par la majorité d'entre eux, le processus démocratique de la naissance des règles coutumières, ou tantôt, notamment, même si non acceptées par un État, ce sont les règles qu'on appelle les règles impératives du droit international, les règles impératives, les règles du jus cogens. Et où sont ces règles du jus cogens? Dans les articles 1 et 2. Dans les articles 1 et 2 de la Charte de l'ONU, de la Charte de l'ONU. Donc, disons que la dernière démission de l'ONU dans la Charte, c'est cette répartition qui sauvegarde, qui respecte le domaine réservé des États, qui respecte le fait que pour chaque État, parce qu'il est souverain, il a liberté pour certaines matières, de les réglementer à sa guise, que ce soit sur son territoire, que ce soit toujours dans son territoire à l'égard des personnes établies sur celui-ci, ou enfin de réglementer à sa guise de telles questions dans ses relations internationales avec les autres États et dans les organisations internationales. C'est quoi le domaine réservé des États? En d'autres termes, il est constitué par quoi?
Quelles sont ces matières-là qui ne rentrent pas dans le domaine international? Pour donner une réponse, il faut dire tout de suite que le domaine réservé des États, avec l'apparition des règles du droit international à l'occasion de la conclusion des traités de Westphalie, constituait la règle. La règle, c'est que les États étaient libres. Et l'exception, c'est qu'il y avait des obligations internationales. Mais avec l'évolution du droit international et ses règles, petit à petit, les obligations internationales des États augmentaient. Et ainsi, on ne va pas revoir une deuxième fois cours de droit international public deuxième année, mais disons que les obligations internationales de la communauté internationale des États augmentent au fur et à mesure du développement des relations internationales. Un exemple, avant la conclusion de la charte de l'ONU, la question des droits de l'homme, comment réglementer, c'était du domaine réservé de chaque État. Mais dès la conclusion de la charte de l'ONU, le respect des droits de l'homme constitue une obligation internationale, domaine international ainsi. Avant la charte. Comment les États, avant. Donc, c'était avant la rédaction de la charte de l'ONU. La question des droits des minorités. Avant la Première Guerre mondiale, la manière dont chaque État, avant la Première Guerre, la manière dont chaque État réglementait la situation des minorités dans son État constituait un domaine réservé. Mais avec le pacte de la SDN et les conventions internationales qui furent conclues ensuite, avant la Seconde Guerre mondiale, la problématique des minorités est devenue une question internationale. La situation des réfugiés fut réglementée pas avant la rédaction de la charte, mais postérieurement. Elle constituait un domaine réservé. En 1950, uniquement en 1950, après la rédaction de la charte, une convention multilatérale fut conclue pour sauvegarder la situation des réfugiés. Mais jusqu'à maintenant, étant en fait en présence du principe de la souveraineté des États, je veux dire, étant en fait en droit international, devant un système normatif dans lequel la supériorité, c'est pour les États, car étant souverains, et parce qu'aucune organisation internationale, même l'ONU, ne détient la souveraineté, donc l'ONU elle-même n'est pas un super-État. Et donc, la communauté internationale est forgée à partir du principe selon lequel nous sommes en présence d'États, chacun compétent pour exercer ses compétences internes et internationales. Et ainsi, le domaine réservé des États persiste. Avec un reflux, bien sûr, pas avec un flux. Pas avec un flux, mais toujours, nous sommes en présence de ce domaine réservé. Donnons des exemples de questions qui figurent dans le domaine réservé. Un État d'après sa constitution, est libre d'adopter le système royaliste ou républicain. Est libre, toujours, est libre de, selon sa propre constitution, d'adopter le système parlementaire ou présidentiel, de réglementer, notamment en dépit de la conclusion des accords de Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce, de réglementer à sa guise, mais avec des règlements
adopté selon la transparence et transmis à l'OMC elle-même les règles de douane. Comment et quelles sont les taxes qu'il va imposer aux importations qui rentrent dans son territoire. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Les questions de balance de paiement des États. Toujours nous avons ce domaine réservé. Toujours nous avons ce domaine réservé. Vous voyez même actuellement, à l'occasion de l'établissement du virus du corona, comment l'obligation de coopération internationale entre les États n'a pas pu mettre en cause la liberté de chaque État d'examiner cette question selon son appréciation personnelle. Voire même, on voit ici que le domaine réservé des États a eu la supériorité sur l'obligation de coopération entre les États. Voyons. La propagation de ce virus en Italie et comment même l'Italie étant membre de l'Union européenne, les autres États membres de l'Union européenne n'ont pas porté assistance à l'Italie dans cette affreuse situation. Voilà, le domaine réservé. Les États disent, nous sommes à cet égard conscients de réaliser à notre guise l'harmonie ou l'équilibre entre nos obligations internationales, communautaires, et nos obligations selon notre droit interne pour sauvegarder notre peuple lui-même contre ce fléau. Quels sont ces 7 principes? D'après l'article 2 de la Charte, les principes de l'ONU, qui constituent les principes du droit international impératif, sont ainsi stipulés par ordre. 1. L'égalité, le principe de l'égalité souveraine des États. L'égalité des États dans le plein droit d'exercer leur souveraineté. Second principe, l'obligation à la charge de chaque État de remplir ses obligations internationales d'après le principe de la bonne foi. De la bonne foi. Principe 3, l'obligation à la charge de chaque État de résoudre uniquement selon les moyens pacifiques ses conflits avec les autres États. Principe 4, l'obligation à la charge de l'ensemble des États de ne pas recourir à la force armée, à l'agression armée, pour résoudre de tels conflits. Principe numéro 5, obligation à la charge de l'ensemble des membres de l'ONU de porter assistance à celle-ci pour réaliser ces 4 buts. Principe numéro 6, obligation cette fois-ci à la charge des États non membres de l'ONU de ne pas violer le premier des buts de l'ONU, à savoir la promotion de la paix mondiale, et ainsi de ne pas recourir à la guerre d'agression dans leurs relations internationales, en prétendant qu'ils ne sont pas obligés de respecter de tels buts, car ils ne sont pas co-contractants de la Charte de l'ONU, que le traité créant l'ONU ne produit aucun effet à leur égard, car ils ne sont pas membres de l'ONU. Et le dernier de ces principes-là, l'interdiction
à la charge de tout État d'intervenir dans les affaires intérieures des autres États. À savoir, à partir de ce dernier principe, l'ONU, à travers sa charte même, reconnaît que pour tout État, il existe un domaine réservé. Un domaine réservé. Et en effet, à partir de l'examen des buts et des principes, on va constater tout de suite deux choses avant de rentrer dans le détail. La première, c'est que à partir des deux articles 1 et 2, on se trouve en présence d'une répartition de compétences entre la communauté internationale d'une part et chacun des États d'autre part. Il existe d'une part des compétences internationales, des questions internationales, des questions à l'égard desquelles aucun État n'est libre de les réglementer à sa guise. Aucune liberté. C'est le domaine du droit international. C'est le domaine des questions réglementées par le droit international onusien. Mais d'autre part, et à partir de cette répartition, il existe notamment un domaine libre pour chaque État. Un domaine libre pour chaque État. À son égard, chacun d'entre eux serait libre de légiférer à sa guise comment il va réglementer certaines questions. Donc, se rapportant à cette ce premier point, on dit ainsi que le globalisme, au sens littéraire du terme, n'existe pas à l'ONU. Le globalisme, strictement. Pourquoi? Car toujours nous sommes en présence de cette répartition qui aurait pour conséquence que, d'une part, les États, à l'égard de certaines matières, sont obligés de respecter un standard international et que, à l'égard d'autres questions, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et on va bien sûr détailler ça dans quelques instants. Deuxièmement, second point. Si je viens de dire que l'article 2, avec ses 7 principes, a détaillé comment chacun des États doit réaliser chacun des buts, le but 1 doit être réalisé selon les 7 principes, notamment le but 2 selon les 7 principes et ainsi de suite. Donc il existe un chevauchement nécessaire dans l'examen des buts et des principes. Et on ne peut pas ainsi examiner les buts à part et ensuite les principes à part, sinon on va répéter notre analyse. Et c'est pour cette raison-là que je vais examiner les buts et les principes de l'ONU selon une perspective personnelle, originale, qui se trouve, en effet, dans le tableau qui est entre vos mains et qui vous a été remis par M. Mustafa. Comment? Examen des buts et des principes de l'ONU, à savoir la multitude des compétences de l'ONU, à partir d'une répartition quadripartite. Un, la promotion de la paix et la sécurité internationale. 2, la promotion de la coopération mondiale entre les États.
3. La promotion des droits des peuples à l'autodétermination. Et enfin, l'interdiction de l'ingérence par tout État dans les affaires intérieures des autres États. Et en effet, lorsque vous allez se situer dans cette répartition-là, vous allez peut-être voir que dans le catalogue 1, on se trouve en présence du 8.1. Dans le numéro 2, la promotion de la coopération mondiale, c'est le but numéro 3. La promotion du droit des peuples à l'autodétermination, c'est le but numéro 2. Cependant, dans le numéro 4, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, c'est le principe, non le but, c'est le principe numéro 7, énuméré dans l'article 2. Mais je le fais ainsi, et vous allez comprendre comment et pourquoi. Comment et pourquoi. Comment? On va le voir tout de suite. Pourquoi? Car je viens de dire, ce qui va être prouvé tout de suite, qu'il existe un chevauchement nécessaire entre article 1 et 2. Article 1 et 2. Commençons par notre premier axe dans le tableau pour prouver la multitude des compétences de l'ONU, le but des buts. Le but des buts, inscrit dans l'article 1, paragraphe 1, la promotion de la paix mondiale. La promotion de la paix mondiale. Selon quelle méthodologie la charte de l'ONU prévoit la réalisation d'un tel but. Et on va voir tout de suite que comparé avec le droit international de la période d'avant l'adoption de la charte de l'ONU, celle-ci a innové ici. Celle-ci a innové ici. Comment? Comment? 1. Pour promouvoir la paix mondiale, ceci doit être réalisé d'après la promotion du principe de l'égalité souveraine des États. L'égalité entre les États dans le droit de chacun d'entre eux à bénéficier des mêmes droits que les autres, sans distinction entre un grand État et un État de moyenne puissance et un État sous-développé sur le plan de la théorie. Égalité de droits et d'obligations. Égalité de droits et d'obligations. Comment notamment ainsi promouvoir ce premier but des buts de l'ONU, à savoir le maintien de la paix mondiale? Si par la promotion de l'égalité dans la souveraineté des États, si par l'interdiction de l'initiative au recours à la force armée, 3, en effet, si l'initiation du recours à la guerre, le droit à la guerre est interdit par la charte, ainsi le corollaire inévitable serait l'obligation du règlement pacifique des différends internationaux entre les États. C'est l'article 1, c'est l'article 2, paragraphe 3 de la charte. L'obligation à la charge de l'ensemble des États de réglementer par les moyens pacifiques leurs différends internationaux et qu'ils aboutissent à cet égard à une solution, oui ou non. Dans la seconde hypothèse, même si échec
du recours aux moyens pacifiques, il serait interdit toujours de recourir à la force armée, même par l'État victime de la violation par l'autre d'une obligation à sa charge. Quels sont les moyens pacifiques de règlement des différends internationaux? On les avait examinés, en effet, ensemble en L2. Les moyens pacifiques de règlement des différends internationaux, soit ce sont les moyens directs de règlement des différends, donc directement entre les États en cause, et c'est la négociation. C'est l'institution de la négociation internationale entre les parties, qu'elle aboutisse, oui ou non, à un résultat. Les moyens indirects, certaines sont les moyens diplomatiques, les autres sont les moyens judiciaires internationaux. Les moyens indirects diplomatiques sont d'une part l'institution de bons offices, d'autre part l'institution de médiation internationale, troisièmement l'institution de l'enquête, la dernière c'est l'institution de la conciliation internationale. Les moyens judiciaires internationaux, c'est le recours à des tribunaux internationaux, tantôt provisoires, qu'on appelle les tribunaux ad hoc internationaux, c'est l'arbitrage, c'est l'institution de l'arbitrage international, et tantôt le recours à des juridictions internationales permanentes, telles que la Cour internationale de justice, mais ce n'est pas l'unique tribunal international permanent, institutionnalisé, je veux dire. Il existe le tribunal international du droit de la mer, l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà le règlement pacifique des différends internationaux en tant qu'ultime recours obligatoire pour le règlement des différends entre les États d'après la charte de l'ONU. Si les moyens directs et indirects n'ont pas pu résoudre le conflit indirect à partir de l'intervention d'un tiers État, ils sont faux ainsi, et c'est d'après les buts de l'ONU que ce soit le multilatéralisme qui soit saisi ici pour résoudre le conflit. Comment? D'après le 4e des buts de l'ONU, à savoir que l'ONU soit le centre de la réalisation des buts et des principes de l'ONU. Ainsi, le règlement pacifique d'un tel différend sera soumis à l'ONU, soit à l'Assemblée générale, soit au Conseil de sécurité. Le Conseil et l'Assemblée ont le droit, on va examiner tout ça ultérieurement, ont le droit d'être saisis d'office ou à la demande de l'un des parties au conflit, ou voire même à la demande d'un tiers État, pour le réglementer pacifiquement, voire même pour le Conseil de sécurité, s'il le juge opportun, avec une majorité de 9 dans les 5 permanents, recourir au chapitre 7 pour adopter des sanctions dans ce cas-là, car le conflit est pacifique, peut-être des sanctions non militaires contre l'État qui persiste à violer ses obligations internationales, ses violations internationales. Relativement au second but que vous trouvez dans le tableau qui est entre vos mains, c'est la promotion de la coopération entre les États. Et on le trouve, ce but-là, dans l'article 1, paragraphe 3 de la Charte. La promotion de la coopération mondiale entre les États. Comment n'oublions pas que si le premier des buts qu'on avait examiné est réalisé par lui-même, d'une manière automatique, il
va promouvoir la réalisation du second qu'on examine maintenant, à savoir la promotion de la coopération entre les États. Les États, si ils promettent d'une manière effective la paix mondiale, donc la coopération mondiale entre eux sera réalisée. Et vice-versa. Et vice-versa. Si toujours les États promettent entre eux la coopération internationale, soit bilatérale, soit régionale, soit universelle, par soi-même, ceci va aboutir à la promotion de la paix mondiale. En tous les cas, comment promouvoir la coopération entre les États sans tenir en compte ce corollaire qu'on vient d'examiner entre promotion de la coopération mondiale et maintien de la paix? En effet, disons que d'après la charte de l'ONU, la promotion de la coopération entre les États exige 1. Le respect par l'ensemble des États de l'exécution de leurs obligations internationales mutuelles, soient-elles bilatérales, régionales ou multilatérales, par la promotion ici du principe de la bonne foi. La bonne foi dans l'exécution des obligations internationales par l'ensemble des États. Ça veut dire quoi? Exécuter selon le principe de la bonne foi les obligations internationales, je veux dire tout simplement l'obligation à la charge de l'ensemble des États de ne pas chercher à réaliser le contraire de l'obligation à leur charge, de se comporter dans leurs relations avec les autres États selon le respect de telles obligations internationales, que leur activité mutuelle soit conforme à leurs obligations inscrites dans les textes. La bonne foi dans l'exécution des obligations internationales. Par exemple, lorsqu'un État conclut un accord avec un autre aux fins de réaliser un certain but dans l'accord, il faut que l'activité de chacun, la pratique de chacun, le comportement de chacun d'entre eux soit fiable avec l'exécution de cette obligation-là. Ne contredit pas dans son comportement la réalisation du but. Sinon, dans ce cas-là, on dirait que l'exécution de l'obligation s'est réalisée d'une manière contraire au principe de la bonne foi, donc avec mauvaise foi. Une autre chose très importante, l'article 1, paragraphe 3 de la Charte de l'ONU a établi une relation intrinsèque et d'une manière explicite entre la promotion de la coopération entre les États et la promotion par chacun d'entre eux sur son territoire des droits de la personne humaine sans distinction à partir de la race, la couleur, la nationalité et ainsi de suite. Donc, à partir de l'adoption de la charte de l'ONU, c'est clair, la question du respect des droits de l'homme est une question internationale à l'égard de laquelle aucun État ne peut prétendre que cette question rentre dans son domaine réservé. Non, c'est une question internationale constituant une obligation internationale à la charge de l'ensemble des États en vertu de la charte de l'ONU elle-même, la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Outre
méthodologie obligatoire dans la Charte de l'ONU aux fins de la promotion de la coopération entre les États, c'est l'obligation à la charge de l'ensemble des États d'assister l'ONU dans l'accomplissement de ses buts. L'obligation à la charge de l'ensemble des États de porter assistance à l'ONU aux fins de l'exercice par celle-ci et de l'accomplissement par celle-ci de ses buts et de ses principes. Obligation d'assistance à la charge de l'ensemble des États. L'ONU, par exemple, aux fins de promouvoir les échanges mondiaux, aux fins de porter assistance aux États du tiers-monde, aux fins de mettre fin aux défis sanitaires mondiaux, tels actuellement le virus du corona, par exemple, et ainsi de suite, l'ensemble des États du monde doivent, l'ensemble des États membres de l'ONU doivent porter assistance à celle-ci à l'occasion de l'accomplissement par lui de tels buts et de tels principes. Et pour les États qui ne sont pas membres de l'ONU, on sait bien sûr que la qualité de membre dans une organisation internationale est facultative. Les non-membres de l'ONU, et c'est d'après l'article 2, paragraphe 6, l'article 2, paragraphe 6, les États non-membres de l'ONU doivent promouvoir, satisfaire l'obligation à leur charge de ne pas compromettre au moins le but des buts de l'ONU, la promotion de la paix mondiale. Et ainsi, ils sont obligés, par la charte elle-même, par l'article 2, paragraphe 6, de ne pas recourir à la force armée, de ne pas initier ainsi une guerre d'agression, bien qu'ils ne soient pas membres à l'ONU, je veux dire, bien qu'ils ne soient pas co-contractants de la charte de l'ONU. Vous savez que en droit des traités, dans le droit des traités qu'on avait examiné en L2, on sait que le principe général dans les traités internationaux, c'est leur effet relatif. Un traité n'oblige que les parties, et les non-parties ne sont pas obligés de respecter les obligations inscrites dans un accord auquel ils ne sont pas partis. Cependant, dans la charte de l'ONU, nous sommes ici en présence d'une exception, car l'obligation de promouvoir la paix mondiale constitue dans la charte de l'ONU une obligation objective. Une obligation objective. Que je veux dire par obligation objective, obligation incombant à la charge de l'ensemble des États, soit-ils membres ou non membres de l'ONU, soit-ils co-contractants de la charte, oui ou non. Soit-ils co-contractants de la charte, oui ou non. Voici, en ce qui concerne le second des buts de l'ONU, à savoir la promotion de la coopération mondiale entre les États. Et on passe maintenant au troisième des buts de l'ONU, à savoir la promotion du droit de chaque peuple dans l'égalité à l'autodétermination.